Alors bonjour Julien, merci de venir sur la chaîne YouTube. Je suis vraiment enchantée en tout cas de te rencontrer déjà physiquement. Et puis eh bien on va parler de pas mal de choses aujourd'hui. Tu vas te représenter. On va parler aussi de ton livre. On va parler de pas mal de choses. En tout cas, bienvenue à toi dans cette interview. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, ce qui te passionne dans ta vie? Ça marche. Bonjour Coralie et merci pour l'invitation, c'est avec plaisir. Du coup, moi, je m'appelle Julien Scanzi, je suis hépatogastroentérologue. Je travaille en Auvergne au CHU de Clermont-Ferrand et surtout dans un petit hôpital qui est à 30 bornes qui s'appelle le Centre hospitalier de Thiers. Donc moi, j'ai une activité très générale d'hépatogastroentérologie. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est la spécialité qui prend en charge toutes les maladies du système digestif. Alors bien sûr, ça prend en compte les maladies du tube digestif, donc l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, le côlon, mais également les problèmes du foie, des voies biliaires, du pancréas. Du coup, c'est une spécialité très large, euh, puisque en dehors de tous ces organes qu'on prend en charge, ça va des maladies dites fonctionnelles, avec en gros un dysfonctionnement du tube digestif, comme le syndrome du côlon irritable, jusqu'au cancer de ces organes. Et bien sûr, ça prend également il y a une partie de mon activité qui est liée aux procédures endoscopiques, hein, donc la coloscopie, la fibroscopie de l'estomac, etc. Et même des endoscopies qui sont un peu plus complexes, puisqu'on peut maintenant, avec des endoscopes, aller dans les voies biliaires, aller agir au niveau du foie, du pancréas, etc. Et donc voilà, c'est une spécialité qui est extrêmement variée, c'est pour ça que ça me plaît. Et en plus de ça, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, bien sûr, je m'intéresse depuis une dizaine d'années au microbiote intestinal et ça prend de plus en plus de place, on va dire, dans mon exercice à la fois à l'hôpital, puis à la fois en dehors de l'hôpital, effectivement, puisque tu as parlé du livre, voilà, il y a les réseaux sociaux, etc. Et puis voilà, l'idée, c'est de sensibiliser un petit peu tout le monde à ce que c'est que le microbiote intestinal, en quoi il est si important pour notre santé. Et voilà, je pense qu'on en parlera un petit peu. Eh ben justement, c'est ma première question justement dans ton livre qui s'appelle justement L'incroyable microbiote. On en reparlera tout au long de cette interview. Je remettrai d'ailleurs le lien pour les personnes qui veulent le commander parce qu'aujourd'hui il est trouvable partout, hein, notamment sur Amazon, sur la Fnac. Je remettrai différents liens si vous voulez le commander. Justement, tu parles dans ton livre, tu évoques l'émergence du microbiote qui est aujourd'hui de plus en plus populaire en termes. On sait de quoi maintenant ça parle, le microbiote. Je pense qu'il y a 20 ans, le microbiote, c'était encore un mot un peu farfelu, on aurait dit qu'est-ce que c'est le microbiote. Maintenant, la majorité des personnes savent ce que c'est. Chez le nouveau-né, dans ton livre, tu évoques ça comme une deuxième naissance, le microbiote. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette deuxième naissance avec l'arrivée du microbiote? Oui, alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de microbiote, mais je pense que ceux qui nous suivent auront des notions de ça, c'est tout simplement la flore intestinale. Au début, on parlait beaucoup de flore intestinale. Les gens, même s'ils ne savaient pas vraiment ce que c'est, ils avaient au moins entendu parler de ça. Donc Ouais. maintenant, on parle de microbiote intestinal, mais on parle de la même chose. Globalement, c'est tous les micro-organismes ce qui est du microbiote intestinal qui vivent au sein de nos intestins. Donc c'est bien sûr des bactéries, mais également des virus, des parasites, des levures, des champignons. C'est voilà, tout un tas c'est des milliers de milliards de ces micro-organismes-là qui vivent en harmonie quand tout va bien dans nos intestins, mais également on a un microbiote sur la peau, un microbiote dans la bouche, un microbiote au niveau vaginal pour les femmes. Et, euh, et en fait, effectivement, quand on est avec euh, pas mal de paramètres, de caractéristiques qui sont beaucoup au moment de la naissance liés au patrimoine génétique qu'on aurait hérité du papa et de la maman. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'en plus d'hériter toutes ces caractéristiques qui sont génétiques liées au papa et à la maman, le bébé hérite également de microbes, puisqu'en fait, au moment de sa naissance, il va acquérir des choses qui ne sont pas directement liées pour la plupart à la génétique de son papa et sa maman, qui sont les microbes de l'environnement, parce qu'on considère qu'un bébé, avant de naître, est plus ou moins stérile, en tout cas pour ce qui est de son microbiote intestinal, et que le microbiote intestinal apparaît, il s'acquiert dès la naissance et ben, en fonction de tous les microbes de l'environnement. Alors bien sûr, lors d'une naissance par voie basse, le bébé va être en contact avec le microbiote vaginal de sa maman et probablement également le microbiote fécal de la maman. Et donc ça va être les premiers microbes, les premières bactéries qui vont intégrer du coup le microbiote intestinal du bébé vont venir du microbiote de la maman. Mais après, il y a également tout l'environnement, éventuellement le microbiote du papa, pour ce qui est du pot à pot, ou en tout cas dans les premiers jours.
le microbiote va s'enrichir avec tout un tas de bactéries et d'autres microbes de l'environnement. Et donc, effectivement, lors de la naissance, le bébé acquiert son micro, le début de son microbiote intestinal qui va bien sûr évoluer dans les premiers jours, premières semaines et premiers mois de vie de façon très importante. Mais vraiment, la naissance, c'est le point zéro voilà, du microbiote. Alors justement, est-ce qu'il y a moi personnellement je sais, mais j'aimerais bien justement que tu expliques, est-ce qu'il y a une différence entre être né par voie basse et être né par voie césarienne d'un point de vue justement du microbiote? Bah, tout à fait. Donc là, je disais que par voie basse, le bébé était en contact avec la flore vaginale et la flore fécale de la maman, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, et malheureusement, en cas de naissance par césarienne, le bébé n'a pas cette possibilité-là d'être en contact avec toutes ces bactéries. Donc, il va être en contact d'abord, dans un premier temps, avec les bactéries de l'environnement, avec les bactéries de la peau de la maman, éventuellement la peau du papa, avec le matériel chirurgical, etc., mais bon, qui est plus ou moins stérile. Donc, en fait, c'est surtout les premières bactéries qui vont venir de la peau de la maman. Et d'ailleurs, on sait que quand on regarde dans les premiers jours, premières semaines de vie du bébé, à quoi ressemble son microbiote intestinal, au début, il ressemble beaucoup plus au microbiote de la peau de la maman. D'accord. Alors un bébé né par voie basse, par voie naturelle, quand on regarde son microbiote, il va avoir des caractéristiques qui vont être proches du microbiote vaginal et du microbiote fécal de la maman. Alors tout ça, la différence, elle tend quand même à s'estomper dans le temps, mais on D'accord. sait qu'il faut plusieurs mois, voire plusieurs années, pour que cette empreinte-là, liée à la césarienne et à l'absence de contact avec le microbiote vaginal et fécal de la maman, eh ben, s'atténue et disparaisse. Et donc on considère on a plusieurs études scientifiques qui montrent que euh, cette absence de colonisation par le microbiote vaginal et fécal de la maman à la naissance entraîne une certaine fragilité du microbiote du bébé sur les premiers mois de vie, premières années de vie, qui vont légèrement augmenter certains risques, notamment de surpoids, d'allergie, d'asthme, de dermatite atopique, voire d'autres maladies liées à un dysfonctionnement du système immunitaire. Parce qu'effectivement, le système immunitaire, il se développe également dans les premières. Alors, déjà, il se développe avant la naissance, mais après la naissance, il continue à se développer. Et il se développe beaucoup en lien avec le microbiote intestinal. On sait que le microbiote intestinal interagit avec les autres organes, avec les autres systèmes. Donc, on parle beaucoup de l'axe cerveau-intestin. Le microbiote interagit avec le cerveau, mais il interagit également avec le système immunitaire. Et pour que le système immunitaire se mette correctement en place, eh ben, c'est plus facile quand le microbiote est d'emblée riche, diversifié. Et ça, on sait que c'est plus propice à partir d'une naissance par voie basse. Ok. Est-ce que l'allaitement a un rôle significatif dans justement sur le microbiote? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur ça? Oui, alors tout à fait. L'allaitement joue également un rôle pour le microbiote intestinal du bébé. Alors, même si honnêtement, les formules infantiles ont fait quand même beaucoup de progrès et tendent à se rapprocher un petit peu du lait maternel, mais dans le lait maternel, ben, vous savez que donc il y a des glucides, des protéines, des lipides, il y a tout ce qu'il faut pour nourrir le bébé. Il y a également des anticorps qui vont venir protéger et défendre le bébé avant qu'il ait suffisamment de défense immunitaire à lui. Et surtout, ce qu'on sait, c'est que dans le lait maternel, il y a ce qu'on appelle des oligosaccharides, qui sont des sucres un petit peu complexes que le bébé ne va pas pouvoir digérer et qui vont aller nourrir les bactéries de l'intestin du bébé, et notamment les bifidobactéries, qui sont plutôt des bactéries bénéfiques pour le bébé et qu'on retrouve vraiment beaucoup plus chez le bébé allaité par rapport au bébé non allaité. Euh, et c'est du fait que ces oligosaccharides, notamment, vont nourrir les bifidobactéries du bébé. Donc, c'est vrai que dans le lait maternel, il y a des prébiotiques, en fait, qui vont déjà, qui n'ont d'autre rôle que de venir développer le microbiote, booster le microbiote de l'enfant, et notamment ces fameuses bifidobactéries. Ah, super. On en reparlera justement après des prébiotiques, probiotiques, symbiotiques. On aura l'occasion un petit peu d'en reparler un peu plus tard, mais c'est déjà passionnant. Dans ton livre aussi, tu abordes différentes causes qui peuvent être à l'origine de l'altération du microbiote et notamment l'utilisation des antibiotiques qui sont utilisés des fois un petit peu trop de façon régulière. Heureusement, de plus en plus, ça tend, on le voit notamment dans les médias, l'utilisation des antibiotiques, c'est pas automatique. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus par rapport à ce sujet des antibiotiques par rapport au microbiote? Ouais, en fait, donc, il y a beaucoup de preuves scientifiques qui montrent qu'en fait, quand on appauvrit notre microbiote intestinal, c'est plus propice
une mauvaise santé, au développement de maladies, etc. Donc le but, c'est de garder un microbiote qui soit riche, diversifié, équilibré, etc. Et dans ces choses, effectivement, qui altèrent le microbiote, bah, il y a beaucoup, il y a notre mode de vie, le fait que notre alimentation, qu'elle soit pauvre en fibres, riche en additifs de toutes sortes qui vont aller détruire un peu le microbiote intestinal, la sédentarité, le manque de sommeil, toutes ces choses-là, et le stress vont venir impacter le microbiote. Mais dans tous ces facteurs qui impactent le microbiote intestinal, il y a les médicaments. Et parmi les médicaments, les antibiotiques, effectivement, c'est ce qui altère le plus, qui détruit le plus le microbiote intestinal, puisque malheureusement, à l'heure actuelle, la plupart des antibiotiques, ils n'arrivent pas à tuer une seule bactérie unique qui serait la bactérie méchante qu'on voudrait tuer. Et d'ailleurs, le plus souvent, on ne sait pas quand on prend des antibiotiques quelle est la bactérie concernée. Donc souvent, on prend des antibiotiques qu'on appelle à large spectre, c'est-à-dire qu'ils vont aller détruire tout un tas de catégories de bactéries, puisqu'ils ne sont pas capables de cibler la mauvaise. Et donc malheureusement, en détruisant tout un tas de catégories de bactéries, ils vont en détruire des mauvaises, mais également des bonnes. Et ça, c'est énormément de bactéries. Et donc, effectivement, quand on prend des antibiotiques, le plus souvent, on appauvrit considérablement le microbiote intestinal et d'ailleurs tous nos autres microbiotes. Hein. C'est pour ça que après la prise d'antibiotiques, c'est fréquent bon, d'avoir de la diarrhée qui est liée à une dysbiose intestinale, à cette altération souvent transitoire lors de la prise d'antibiotiques et dans les jours qui suivent, mais également il y a souvent des problèmes de mycose. Pour les femmes, souvent euh, c'est fréquent qu'elles aient des mycoses vaginales à cause de ça. C'est parce que tout simplement que les antibiotiques ont détruit une partie du microbiote vaginal et que les champignons qui étaient là avant, parce qu'on vit avec des champignons qui contribuent à l'équilibre des microbiotes, mais sauf que quand ces champignons, quand il n'y a plus assez de bactéries autour, les champignons deviennent en excès et c'est là où ils entraînent souvent une mycose, etc. Et donc, effectivement, les antibiotiques, c'est vraiment probablement le facteur le plus délétère pour notre microbiote intestinal. Ouais, Alors, heureusement, on peut prendre des antibiotiques et ne pas avoir un microbiote détruit pour toujours. C'est ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire notre microbiote a une certaine capacité à absorber des chocs, des agressions, et notamment les antibiotiques. Et donc, en général, quand il a subi ces agressions, qu'il a été appauvri, souvent en quelques jours à quelques semaines, mais parfois ça peut être plus long, le microbiote tend à revenir à son état initial. Voilà, le problème, il est quand le microbiote est déjà fragilisé ou quand on est, par exemple, si c'est dans la petite enfance ou à un âge avancé ou si les prises d'antibiotiques sont répétées dans le temps de façon très rapprochée ou si les antibiotiques sont des antibiotiques très puissants qui tuent beaucoup de bactéries, et ben là, ça peut être plus problématique et le microbiote peut vraiment peiner à revenir à son état antérieur, voire ne jamais réussir à revenir à son état antérieur et s'équilibrer de nouveau dans un état qui sera pas très bon, qui sera appauvri et qui sera pour le coup plus propice à une moins bonne santé et à certaines maladies chroniques. ouais. Et nous, on le voit beaucoup en naturopathie. On voit beaucoup de personnes qui, suite à la prise d'antibiotiques de manière régulière, alors ça peut être des problèmes dentaires, ça peut être des troubles ORL chroniques qui sont traités par antibiotiques, etc. Et en fait, on le voit souvent, comme tu le disais très bien, un appauvrissement en fait du microbiote qui va participer à des déclenchements de troubles digestifs de façon chronique. Souvent de la candidose, ça peut être du SIBO, des problématiques de colopathie, d'intestin irritable. Est-ce que la médecine conventionnelle allopathique aujourd'hui a une solution dans ce type de problématiques que les personnes peuvent rencontrer ou c'est pas encore le cas et ça tend à évoluer? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu toi Ouais. ta façon de penser par rapport à ça? Alors, malheureusement, les cas que tu décris et des gens qui souffrent de problèmes alors, X ou Y, effectivement, très souvent digestifs, les ballonnements, le SIBO, le côlon irritable, etc. Souvent, c'est déclenché suite à de multiples prises d'antibiotiques ou à des infections. En tout cas, il y a eu un dérèglement à un moment du microbiote intestinal et ça déclenche tout un tas de troubles. Le problème, il est que, et là on va toucher un peu les limites de la médecine allopathique malheureusement, et une fois que les troubles, les symptômes sont déclenchés, quand c'est chronique, très souvent ça signe une altération du microbiote, un appauvrissement qui va être malheureusement pas définitif, mais parfois qui aura du mal à être réversible. Et donc, l'idée, c'est surtout d'éviter d'arriver à ce stade-là, de faire de la prévention
de limiter les prises répétées d'antibiotiques parce que parfois, alors tu t'as cité effectivement les problèmes dentaires, alors, souvent il y a pas trop d'autres solutions. Les infections ORL qui sont quand même très souvent virales et qui souvent pourraient se passer d'antibiotiques. Et il y a les infections urinaires à répétition. Moi, je vois beaucoup de patients, de patientes qui ont des troubles digestifs chroniques suite à des infections urinaires répétées avec de multiples prises d'antibiotiques qui, pour le coup, ne règlent pas le problème puisque souvent ça améliore la situation pendant quelques jours, quelques semaines et puis ensuite il y a une nouvelle infection urinaire. On sait de plus en plus que ces infections urinaires à répétition sont liées à des déséquilibres du microbiote intestinal, également du microbiote urinaire, parfois du microbiote de la sphère génitale de la femme. Et l'idée serait plutôt, dans ces situations-là, ben, d'éviter ces prises multiples d'antibiotiques qui ne règlent pas le problème et qui vont en engendrer d'autres, mais c'est plutôt d'essayer de rééquilibrer des choses qui auraient été déséquilibrées. Et ça, effectivement, je pense que c'est plus une vision de médecine intégrative où on va essayer de réfléchir avec autre chose que de médicaments. Et je pense qu'on est quand même de plus en plus et j'espère à réfléchir comme ça dans la médecine, puisque voilà, la médecine allopathique ne peut pas résoudre tous les problèmes. Parfois, elle en cause, malheureusement, et donc du coup, on est obligé il faut essayer de réfléchir différemment, mais surtout de faire plus de prévention et d'éviter d'être dans ces cas-là qui sont après difficiles à gérer. Je pense que même toi, avec la naturopathie, moi, je le vois en tant que gastro-entérologue, des patients qui souffrent depuis 15 ans de colopathie, de côlon irritable ou d'autres troubles fonctionnels intestinaux, c'est très difficile, après 10-15 ans d'évolution de ces troubles-là, d'arriver à tout régler. Clairement, donc le but, c'est d'éviter d'en arriver là, je pense. Absolument. Ça, c'est vrai que c'est un point très important que tu soulignes, c'est le fait de d'éviter d'en arriver là. Nous, c'est vrai que, alors moi, ça fait 6 ans maintenant que je suis naturopathe dans les troubles digestifs et je vois effectivement qu'il y a très peu de gens qui viennent nous voir pour de la prévention. J'ai eu une personne en 6 ans, pour te dire. Donc c'est très rare. On vient nous voir quand très souvent on a fait tout le monde. Nous, on est vraiment la dernière roue de du carrosse en général. Et c'est vrai que, comme tu le disais, nous, on a des personnes, enfin, moi, en tout cas, je le vois, j'ai des personnes chez qui ça va très vite parce que il y a eu des problématiques, mais il n'y a pas eu trop de traitements qui ont déréglé la flore intestinale. Par contre, on le voit dans les cas notamment de vrais SIBO, dans les cas de vrais SIBO, avec test respiratoire avéré, on voit que c'est beaucoup plus long. C'est pas en un mois où ça va rentrer dans l'ordre avec un réglage alimentaire, quelques plantes et puis voilà, rentrer chez vous et puis ça va bien se passer. Non, on voit que c'est beaucoup plus long. On voit qu'il y a aussi des répercussions sur le plan de psycho-émotionnel et puis surtout, c'est que la personne devra entre guillemets faire attention un petit peu à vie à ce qu'elle va manger parce que si elle recommence à boire régulièrement de l'alcool ou faire un petit peu d'utilisation de charcuterie ou des choses comme ça, eh ben on sait que les troubles vont de nouveau se mettre en place, en fait, de nouveau réapparaître. Donc, tu as tout à fait raison sur ça. Il y a vraiment un vrai sujet pour moi de prévention qui est trop peu développé. C'est aussi pourquoi je voulais t'interviewer pour parler de tout ça. Ok. Alors justement, sur ce fameux microbiote, tout à l'heure, tu évoquais les prébiotiques. Dans ton livre, tu parles des prébiotiques, des probiotiques, des symbiotiques. Il y a même aujourd'hui maintenant des postbiotiques. Alors aujourd'hui, enfin avant, il y a, je pense, 10-15 ans, on parlait énormément de probiotiques. On parlait un petit peu des prébiotiques dans les livres de nutrition. On parlait pas du tout des symbiotiques et encore moins des postbiotiques. Est-ce que déjà tu peux nous faire un petit topo sur ces différents probiotiques, nous récapituler un petit peu ce que c'est, parce que je pense que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont être un petit peu perdus. Est-ce qu'ils vont pouvoir aider et dans quel cas précisément on peut les utiliser? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Question très très difficile. Alors, ce qui est plus simple, c'est d'expliquer ce que c'est. Globalement, les probiotiques, c'est des micro-organismes vivants qui vont avoir un effet bénéfique sur la santé à condition d'être pris en certaines quantités. Ça, c'est la définition des probiotiques. C'est très souvent des levures et surtout des bactéries, alors qu'on peut trouver en pharmacie, sur Internet, partout. Il peut y avoir une souche de bactéries, il peut y avoir plusieurs souches de bactéries. Et souvent, on prend des quantités de l'ordre du milliard de colonies bactéries, etc. Ça, c'est les probiotiques. Quand on ingère des probiotiques, donc comme j'ai dit, pour qu'on parle de probiotiques, il faut qu'il y ait un effet démontré sur la santé, un effet bénéfique. Donc on verra dans quelle situation on peut les prendre, dans quelle situation il y a des essais cliniques qui montrent que c'est efficace. Les prébiotiques, c'est en gros de la nourriture pour les micro-organismes. C'est qu'en fait, alors globalement, c'est des fibres. Alors, c'est fructo-oligosaccharides, galacto-oligosaccharides, inuline. En gros,
globalement des choses qu'on retrouve dans les fibres alimentaires, qu'on peut retrouver dans l'alimentation, qu'on peut aussi retrouver dans des compléments alimentaires, en pharmacie, etc. C'est de la nourriture pour nos bactéries intestinales, globalement. Les symbiotiques, c'est un mélange des deux. C'est à la fois des probiotiques, et donc des bactéries, et à la fois de la nourriture pour les bactéries. Alors ça peut être de la nourriture qui vont nourrir les bactéries qui vont être avec, et ça peut être aussi de la nourriture qui vont aller nourrir d'autres bactéries. Mais c'est un mélange des deux. Et les post-biotiques, la définition a changé assez récemment. En gros, c'est c'est une partie inactivée, morte d'une bactérie intestinale, de cellules de bactéries, etc. On a une partie de la bactérie, mais sans bactéries vivantes. Et là encore, il faut qu'il y ait un effet bénéfique démontré sur la santé, hein. Dès qu'on parle de biotiques, il faut qu'il y ait des études Bien qui sûr. montrent un effet sur la santé. Alors, dans quelle situation prendre des probiotiques, on peut en parler pendant 10 heures, pendant des heures, euh, je vais citer juste simplement, il faut savoir qu'il y a à l'heure actuelle des centaines d'études Mhm. qui montrent un bénéfice de certains probiotiques dans certaines situations données, Bien sûr. mais quand même que la plupart des probiotiques qui sont commercialisés n'ont fait aucune étude, tout simplement parce que faire des études, ça coûte très cher, hein. C'est pour faire une étude, vraiment une bonne étude, c'est facilement au-delà de 100 000 euros. Donc, c'est pas tous les laboratoires qui font des probiotiques qui peuvent faire ce genre d'études, et aussi parce que la réglementation à l'heure actuelle ne l'impose pas, puisque on n'est pas quasiment jamais sur du médicament, on est sur du complément alimentaire. Malgré tout, il y a quand même des études qui montrent un bénéfice de certains probiotiques, hein. Ça ne veut pas dire que du coup, dans une situation, vous pouvez prendre n'importe quel probiotique sur Internet, que ça va vous soulager. Mhm. Mais par exemple, la situation qui a été la plus étudiée, c'est la prise d'antibiotiques. Quand on prend des antibiotiques, on l'a dit tout à l'heure, il y avait un risque de l'ordre de 20% de faire de la diarrhée, qui est lié à un dérèglement du microbiote intestinal suite à la prise d'antibiotiques. Et ben, on sait que certains probiotiques, c'est le cas notamment de Saccharomyces boulardii, hein, qu'on retrouve dans l'ultralevure, ou de Lactobacillus rhamnosus GG, enfin, là, que plusieurs laboratoires commercialisent. En tout cas, par exemple, ces deux probiotiques-là ont montré dans plusieurs études une efficacité pour prévenir la diarrhée liée à la prise d'antibiotiques, Ouais. et donc très probablement pour limiter l'impact des antibiotiques sur le microbiote. Après, il y a d'autres études dans la gastro-entérite, notamment chez l'enfant. Ça diminue un petit peu la diarrhée, un petit peu la durée de la diarrhée en cas de gastro-entérite. Il y a des études aussi qui montrent l'intérêt de certains probiotiques dans les coliques du nourrisson. Mhm. Il y a des études qui montrent intérêt pour soulager les symptômes du côlon irritable. Ça, voilà, il y a on va dire, il y a une quinzaine d'études qui montrent des bénéfices avec plusieurs probiotiques différents. Puis ouais, il y a d'autres, il y a des études sur la vaginose bactérienne, sur la mastite même, donc une inflammation du sein lors de l'allaitement, etc. Donc des études qui montrent un bénéfice en prévention ou même en traitement. Il y a la dermatite atopique, hein, l'eczéma du nourrisson. Voilà, il y a quand même pas mal de situations où il peut y avoir un bénéfice à prendre ces probiotiques-là. Très intéressant. Et pour la petite anecdote, c'est vrai, il y a. Alors, je trouve que de plus en plus, au niveau des pharmacies, quand on entend des fois, et même personnellement, quand on doit avoir recours à des antibiotiques, souvent maintenant, ils recommandent l'utilisation de probiotiques parce qu'ils savent que ça va déclencher des mycoses, notamment chez les femmes. Et il y a 10 ans, moi, j'étais en Australie et c'était déjà développé à l'époque, il y a 10 ans, en 2014, quand j'avais été. Et ça a mis un petit peu de temps à arriver en France, mais de plus en plus, le discours tend à changer sur ça, où les pharmaciens et même les médecins insistent sur ça, sur la prise de probiotiques en même temps que l'antibiotique pour éviter effectivement d'avoir des désagréments, comme surtout c'est plus chez les femmes, en plus hein, des mycoses vaginales après un traitement antibiotique, c'est pas très sympa, pas très glamour. Donc quand on sait qu'il y a des choses comme ça qui peuvent éviter ce type de désagréments, c'est vraiment le mieux à faire pour éviter après de tout dérégler aussi au niveau du microbiote. Ok, bah Bon, c'est super. bon signe, ça veut dire que de plus en plus de médecins et de pharmaciens ont lu mon livre, tu veux dire? Oui, oui, absolument. Bah non, mais c'est bien, ça veut dire que ça s'ouvre aussi, que le discours tend à changer, à Bah, s'ouvrir. c'est quelque chose qui s'était un peu perdu, mais si tu veux, il y a eu une génération de médecins où en fait, ils le faisaient systématiquement, hein, de prescrire l'ultralevure, parce qu'à l'époque, il n'y avait Oui, pas grand-chose, hein, c'était principalement ça. Ils prescrivaient absolument. les antibiotiques et l'ultralevure. Et c'est vrai que ça s'était un peu perdu, et ça tend à revenir, et tant mieux, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'études qui montrent un bénéfice, et il y a des recommandations de sociétés savantes qui disent, voilà, il faut prescrire
des probiotiques dans cette situation. Absolument, absolument. Alors, tu parles aussi dans ton livre hein, sur les incroyables microbiotes, tu parles de l'axe intestin-cerveau. Aujourd'hui, c'est plus du tout à démontrer. On en parle énormément, il y a plein d'études hein, sur ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur comment un microbiote peut impacter le système, notre système nerveux, notre humeur, peut-être les différents types d'humeur qu'on peut avoir dans une journée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Ouais, alors on parle beaucoup de l'intestin et du microbiote comme le deuxième cerveau. En fait, c'était avant tout parce qu'en fait, l'intestin, il a des centaines de millions de neurones et donc c'est le deuxième organe après le cerveau à avoir le plus de neurones. Donc au début, on parlait de l'intestin qui était notre deuxième cerveau. Puis en fait, on s'est rendu compte que l'intestin communiquait avec le cerveau de façon permanente et il y a même plus d'informations qui partent de l'intestin qui vont jusqu'au cerveau que d'informations qui partent du cerveau qui vont vers l'intestin. Donc, c'est-à-dire que l'intestin communique, envoie des informations en permanence avec notre cerveau, et ces informations qui passent par plusieurs voies, alors qui passent notamment par le nerf vague, hein, qui est un nerf qui va du cerveau jusqu'à l'intestin, mais il n'y a pas que cette voie-là, ça peut passer par le sang, par le système immunitaire, par les cellules endocrines, etc. En fait, on se rend compte que le microbiote joue un rôle majeur dans cette communication, parce qu'en fait, la plupart des bactéries sont capables de produire ce qu'on appelle des petits métabolites, qui sont des molécules de toutes sortes. Ça peut être des vitamines, ça peut être des acides gras à chaîne courte comme le butyrate, l'acétate, le propionate, et ça peut être des neurotransmetteurs en fait, qui sont des messagers chimiques comme la sérotonine, le GABA. En fait, c'est des molécules qui vont aller activer euh, d'autres cellules et notamment des neurones, et donc qui vont aller envoyer des messages jusqu'au cerveau. Donc, on sait à l'heure actuelle qu'en fonction de la composition du microbiote intestinal, les messages qui vont être envoyés au cerveau peuvent varier parce que si on a moins de bactéries qui vont produire du GABA ou qui vont moduler la synthèse de sérotonine, etc., ben, ça peut avoir des retentissements euh, sur notre cerveau et donc potentiellement sur ce que tu dis, sur notre humeur, mais potentiellement même sur le comportement. Alors, c'est encore un peu, c'est pas parfaitement, les mécanismes sont pas encore bien connus pour ce qui est de chez l'humain, mais il y a beaucoup d'expériences scientifiques chez la souris qui montrent vraiment que le microbiote joue un rôle majeur dans l'humeur, mais également dans le comportement. On sait déjà qu'une souris sans microbiote, elle n'a pas le même comportement qu'une souris avec un microbiote. Elle va prendre plus de risques, elle va se mettre plus en danger. Ok. Et ce qui est marrant, c'est quand on va ajouter un microbiote à cette souris-là, eh ben, elle va devenir un peu plus prudente, ou parfois même simplement en lui ajoutant une ou deux bactéries différentes, ça va modifier son comportement. Et on sait également, par exemple, chez la souris, il y a des souris qui vont être très anxieuses et des souris qui vont être vraiment très à l'aise. Et donc, en fonction de certaines expériences, elles vont mettre plus de temps à descendre des marches, à aller explorer un endroit. Et ce qui est marrant, c'est quand on intervertit le microbiote de ces souris-là, eh ben, elle change un peu de comportement. Et la souris qui était plus anxieuse, elle devient plus à l'aise, etc. Donc, c'est vrai que du coup, c'est un peu plus difficile à montrer chez l'homme. Mais en tout cas, chez la souris, c'est bien démontré et Ouais, c'est ouais. flagrant que le microbiote joue un rôle effectivement bah, dans l'humeur, même sur des problèmes psychiatriques, en tout cas du neurodéveloppement, par exemple comme l'autisme. Il y a de plus en plus de données scientifiques qui montrent que le microbiote a un impact là-dedans. Et là, il y a des études qui commencent à apparaître sur l'utilisation de probiotiques, voire sur l'utilisation de la transplantation de microbiote fécal pour traiter des problèmes bah, comme la dépression ou des choses ou des troubles du neurodéveloppement, l'autisme, etc., par exemple. Bah, tu vois, tu Donc, devances on n'a ma... pas encore toutes les réponses, mais dans quelques années, je pense que vraiment, on aura des réponses Ouais, intéressantes. un peu plus précise. Tu devances ma dernière question parce que du coup, dans ton livre, tu évoques la transplantation fécale, quelque chose qui était inconnu, ou en tout cas que le grand public ne connaissait pas. Tu l'évoques clairement dans ton livre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et déjà bien définir ce que c'est la transplantation fécale, parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout bien connu aujourd'hui, et dans quel cas on peut potentiellement l'utiliser. Alors, la transplantation fécale, en gros, c'est une procédure qui consiste à soigner quelqu'un qui a un problème lié à une altération du microbiote intestinal en lui transférant les selles, donc le microbiote d'un sujet sain. Donc, on va lui transférer, on va aller mettre en gros. Alors, en France, le transplant fécal, c'est un médicament. Et donc,
En gros, ce qu'on va transférer, c'est une solution fabriquée par la pharmacie de l'hôpital en général, à partir des selles d'un sujet sain, alors qui va être rigoureusement sélectionné avec des questionnaires, des examens cliniques et tout un tas d'analyses pour éviter bien sûr de transmettre aux malades d'autres maladies, des virus, des bactéries ou autres. Donc, en gros, la pharmacie va fabriquer le transplant fécal à partir de selles, en les diluant, en les mixant avec un blender, en rajoutant un cryoconservateur comme c'est du glycérol en général, ça permet que ce soit conservable à moins 80 au congélateur pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc ça, on va le transférer dans le tube digestif du malade, très souvent après avoir fait une préparation colique, comme les fameuses purges là, qu'on doit faire avant les coloscopies. Et donc, ça s'est transféré soit à l'aide d'une sonde qui passe par le nez, qui va dans l'estomac ou l'intestin grêle, soit par des gélules, soit avec une endoscopie, là, c'est pareil, qui peut être par voie haute, voire par voie basse, hein, une rectoscopie ou une coloscopie, ou simplement un lavement rectal. Donc, en fait, l'idée, c'est que peu importe la voie d'administration, c'est d'aller mettre dans le tube digestif du malade les selles de quelqu'un de sain pour le guérir d'une maladie. Et c'est notamment parfaitement démontré, c'est dans les recommandations depuis maintenant presque une dizaine d'années, d'utiliser cette procédure, donc la transplantation de microbiote fécal, pour guérir les gens qui ont une infection à une bactérie qu'on appelait Clostridium difficile. Maintenant, on appelle Clostridioides difficile. C'est la même chose, c'est juste plus difficile à prononcer. Et en fait, dans ce cas précis, le problème de cette bactérie, c'est qu'elle a tendance à revenir dès qu'on arrête les antibiotiques, avec 20-30% de risque après une première infection. Et ensuite, si on fait une deuxième infection, on a 30 à 40% d'en faire une troisième, etc. Et à un moment, on s'en sort plus. Et donc, le seul traitement qui est capable de guérir ces patients-là avec une efficacité de quasiment 90% avec une seule procédure, c'est la transplantation de microbiote fécal. Et donc, c'est à l'heure actuelle, en 2023, la seule indication validée par les sociétés savantes dans le monde entier où en fait on peut faire en pratique courante cette transplantation de microbiote fécal. On peut le faire dans d'autres indications dans le cadre de la recherche clinique, c'est-à-dire qu'il faut participer à un protocole de recherche. Il y en a certains qui sont en cours en France ou dans d'autres pays, et à l'heure où on se parle, il y a plusieurs centaines d'études, hein, au moins 400 études qui sont en cours pour étudier la transplantation fécale dans tout un tas de pathologies diverses et variées. Alors ça va bien sûr de maladies digestives comme le syndrome de l'intestin irritable, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies de Crohn rectocolite hémorragique, mais c'est également dans le diabète, l'obésité, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, les infections urinaires à répétition, la réaction du greffon contre l'hôte après une greffe de moelle chez les patients avec un cancer du sang, etc. Enfin, voilà, c'est à l'heure actuelle testé dans voilà, plusieurs dizaines d'indications particulières. Et donc là encore, il faut attendre quelques temps pour avoir un peu plus de réponses. Mais il y a des pathologies où on a quand même déjà Oui, un certain nombre de réponses qui montrent une efficacité intéressante. Et c'est notamment le cas de la rectocolite hémorragique et également le cas du syndrome de l'intestin irritable. Mais à l'heure actuelle, en France, on ne peut pas le faire en pratique courante dans ces situations-là. On a encore pas mal de questions auxquelles il faut que les études scientifiques apportent des réponses. Et puis, on n'a tout simplement pas assez de selles disponibles, de transplants fécaux. Voilà, on n'a pas de banque de selles avec des milliers de transplants fécaux disponibles pour traiter tous ces patients-là. Et puis aussi, voilà, moi, dans les questions euh, pour lesquelles on n'a pas de réponse, il y a le fait, on a pas mal parlé du fait que notre microbiote intestinal joue un rôle majeur dans notre santé et que certaines maladies pouvaient être déclenchées par certaines anomalies du microbiote. Mais l'idée, c'est quand on transfère les selles d'un sujet sain à un instant T, on ne sait pas si ce sujet sain à qui on aura, oui, enfin, pour lequel on aura transféré ces selles à plusieurs autres patients, on ne sait pas si ce sujet sain qui était donneur à un moment donné où il était en pleine forme ne va pas développer 10-20 ans plus tard une maladie potentiellement grave, hein, comme un cancer du côlon, qui lui aurait été prédisposé par son microbiote intestinal. Donc ça, c'est des paramètres qu'on a du mal pour l'instant à mesurer, à évaluer, et c'est pour ça qu'on avance doucement. Et voilà, faire une transplantation fécale à quelqu'un qui a 80 ans, qui a une infection récidivante à cette bactérie et qui risque d'en mourir, eh ben, la balance bénéfice-risque, elle va clairement dans le sens de faire cette transplantation fécale. Mais ce n'est pas forcément la même chose si on se met à faire ça à une jeune femme de 22 ans qui a un syndrome de l'intestin irritable. absolument. Très intéressant en tout cas, parce que c'est une partie qui est très peu développée aujourd'hui dans les médias. T'en parles encore plus hein, dans ton livre, donc je remettrai hein, le lien si ça vous intéresse de le commander.
En tout cas, merci Julien beaucoup pour ton travail, d'avoir démystifié le microbiote avec nous aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis vraiment ravie de t'avoir interviewé. Pour toutes les personnes Avec qui sont plaisir. intéressées, c'est aux éditions Le Duc. Donc je vous invite vraiment. En plus, il est bien fait parce que il y a quand même, il faut le souligner, il y a quelques petites images, illustrations qui ont été réalisées par, je me souviens plus de Alice son nom. Varocco, Voilà, c'est ça. qu'on Euh, remercie et qui a fait ouais, un super travail qui est vraiment voilà, il y a plein de belles illustrations et voilà. à la fin de chaque chapitre, il y a un résumé du chapitre avec un exemple, avec une illustration sur la page d'en face. Voilà, donc vraiment, C'est très très merci. bien fait, le livre est très ludique. Je vous invite vivement, voilà, ce qu'il faut retenir du chapitre 3. Donc c'est très bien fait, très ludique et assez simple à lire. Bon après moi je suis dans la profession donc j'ai trouvé ça assez simple à lire, mais c'est quand même un livre qui a été rédigé aussi pour le grand public. Donc si vous êtes passionné par les troubles digestifs, que vous avez envie d'en savoir plus aussi sur le fonctionnement du microbiote, savoir ce qu'il faut éviter comme habitude et plutôt à privilégier, ben, je vous invite vraiment à vous procurer ce livre. En tout cas, merci beaucoup Julien pour Merci. cette interview. Merci pour ton temps. Et puis voilà, comme on peut te retrouver peut-être sur Instagram pour les personnes qui sont. Oui, oui, alors sur les réseaux de plus en plus, voilà, Insta et LinkedIn. Donc normalement, vous devrez me trouver assez facilement. Ok, eh ben super. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et merci à vous d'avoir Avec visionné plaisir. cette vidéo.